Bienvenue à tous dans ce nouveau Bat Reviews, le podcast Made in Batman Legend, 18e du nom. J'ai été prié de faire une introduction beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus formelle. C'est Peli qui, Ça commence bien. c'est Peli qui se plaignait de mon Ah bon? introduction un peu trop folle. Eh bien tiens, il est là. Salut Peli! Salut? J'ai dit ça, moi? Je me souviens plus. Ah bon? Et oui, à chaque fois, alors c'est vrai que j'avais tendance à peut-être surexciter les intros. Alors tu vois, j'ai fait plus calme. Est-ce que ça te convient mieux? Moi, tout me convient, moi. Vous l'avez entendu aussi, Siegfried est avec nous. Salut Siegfried. Bonjour à tous. Allez, on repart avec nos bonnes vieilles habitudes, toujours la bonne humeur dans les podcasts Made in Batman Legend. Et c'est reparti. 18e podcast pour nos Bat Reviews et on va se consacrer aux lectures Urban Comics parues pour le mois de septembre chez Urban Comics. Alors le mois de septembre, c'est un petit peu particulier parce que c'est le mois du Batman Day, donc c'est un petit peu le mois Batman chez Urban. Malgré tout, il n'y a pas énormément de sorties, assez peu de sorties, mais on avait eu droit à Batman The World qui était sorti pour le Batman Day. Donc, on évoquera ça parmi les autres lectures, mais on va commencer par un récit un peu plus court, un peu plus, comment dire, marketing aussi, puisque c'est un crossover Batman Fortnite qui était édité chez Urban Comics, qui croise du coup la franchise de Batman avec la franchise du jeu vidéo Fortnite, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Et c'est Peli qui va nous en parler. Peli qui avait déjà fait la review sur le site, qui va nous présenter du coup dans ce podcast ce récit Batman Fortnite, tome 1 d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Urban, d'ailleurs, qui est un peu coutumier du fait, hein, vu qu'ils avaient déjà sorti The Witcher chez eux, ils ont déjà sorti aussi Injustice. Voilà, ils sont assez coutumiers du fait de faire des crossovers comme ça entre jeux vidéo et comics. Et là, du coup, on se retrouve avec un Batman Fortnite. Donc Fortnite, l'un des jeux vidéo qui se vend et qui cartonne le mieux en ce moment sur les différentes plateformes de gaming. Et Batman, le héros qui fait vendre le plus chez DC et chez Urban Comics. Donc, comme tu disais, ça fait un récit assez marketing de base. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui étaient un peu réfractaires, qui disaient que c'était uniquement marketing, que ça ne pouvait pas être intéressant. Et puis au final, on se trompe complètement parce que moi personnellement, j'ai été vraiment surpris par ce récit, parce qu'au début, je le commence vraiment sans la conviction de me dire que c'est un récit intéressant. Et au final, au fur et à mesure des pages, on découvre un récit assez cool qui mélange super bien les deux univers au final. Et on arrive même à avoir un cliffhanger final qui nous donne envie de prendre le tome 2. Le tome 2 qui d'ailleurs est sorti en fin de semaine dernière, pardon. Et donc du coup, on fera la review prochainement aussi sur le site et sur les Le mois podcasts. prochain. C'est ça. Donc dans ce tome 1, on a Batman Fortnite 0.1 à 6 et c'est scénarisé par Christos Cage et Donald Mustard. Alors le petit truc qui est assez intéressant, et c'est ça qui est vraiment cool dans ce récit, c'est que Mustard, c'est le créateur et le directeur artistique du jeu Fortnite directement. Donc c'est assez cool parce que au moins ça met directement d'entrée des choses intéressantes dans le récit. Et au niveau du dessin, on retrouve Riley Brown, et lui, il est connu chez DC Comics pour avoir fait du Lobo en 2015. Et au scénario, pardon, le deuxième c'est Cage, et lui, il a surtout fait du Marvel, par contre. Donc bon, bienvenue chez DC, hein, j'ai envie de dire. Welcome to DC. Welcome. Donc au niveau de l'histoire, Batman, il y a un éclair qui arrive dans Gotham City qui forme un espèce de portail dimensionnel, et on a Harley Quinn qui va foncer dans ce portail, et Batman qui va vouloir la sauver et en même temps découvrir d'où vient ce portail, va sauter dedans, il va se retrouver donc plongé dans l'univers de Fortnite. Donc je résume un peu les bases pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Fortnite, c'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu de Battle Royale tout simplement, c'est-à-dire le dernier survivant à gagner. Donc on doit tuer les adversaires, soit en équipe, soit en individuel. Et là pour le coup, Batman se retrouve dans une immense île où en fait il doit survivre tout simplement avec différents adversaires. Et donc Batman doit tuer. Pas forcément tuer. Là pour le coup, il assomme, et en fait c'est les autres les autres concurrents qui se tuent entre eux. Donc au final, Batman n'a pas besoin de tuer au début, avant qu'ils comprennent que de toute façon ça reboot.
Et au bout de quelques minutes, ça se reboot. Et puis, le problème, c'est que la mémoire de Batman se reboot aussi quelque peu. Donc, du coup, il est obligé de noter au fur et à mesure les informations pour s'en souvenir. Et quand il revient sur la map, quand une nouvelle vague de tempête arrive, au final, il arrive à voir où il a caché des armes, avec qui il a été allié, parce qu'à un moment, on a Catwoman qui arrive aussi. Donc voilà, c'est assez... ça respecte plutôt bien le jeu. J'ai trouvé ça super intéressant. Au début, ça fait un peu fouillis parce qu'on a du mal au début à se mettre dans la lecture parce que ça va très vite en fait. On a du mal à comprendre le système, mais une fois si on n'est pas habitué au jeu, on a un peu de mal, mais ça arrive très vite. Après, non, il est plutôt intéressant le récit. On retrouve, comme je disais, l'ambiance des deux univers. Le format est super cool parce qu'Urban Comics a fait un format souple, un peu comme les kiosques. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du prix, 12 €, je trouvais ça un peu excessif au début, mais on a quand même 6 issues. Et on a aussi en même temps, pour ceux qui jouent au jeu, des codes qui permettent d'avoir des skins, donc des persos du style, par exemple, le Batman de Fortnite, Catwoman, ou même des objets, type par exemple l'espèce de hache dont se sert Batman dans le jeu. Donc au final, les 12 € sont carrément rentabilisés. Comme je disais aussi, un cliffhanger super motivant pour la suite. Alors par contre, au niveau des points faibles, le début est un peu compliqué, on a un peu du mal à se mettre dedans. Et puis j'ai trouvé que ce qui est dommage, c'est que le personnage d'Harley Quinn, on a l'impression que ça va être un personnage vraiment central dans le récit, et au final, il est assez mal exploité. Et je dirais la même chose même pour Deathstroke. Je trouve que c'est deux personnages qui sont assez mal exploités au final. On a plus l'impression que, pour le cas d'Harley Quinn, par exemple, ils la prennent juste pour faire vitrine, pour dire, bon, bah voilà, on a mis Harley Quinn, donc ceux qui aiment Harley Quinn, vous pouvez prendre le récit. Je trouve ça dommage. Mais majoritairement, c'est un bon récit, et au final, ça a cartonné. Ça a cartonné dans les librairies. Il y en a certains sur les réseaux sociaux qui s'étonnaient d'un tel succès, mais au final, c'est vraiment pas étonnant, parce qu'on réunit deux franchises qui qui cartonnent, tout simplement, que ce soit en termes de jeux vidéo ou de comics. Oui, mais on a connu des fois deux franchises qui cartonnent, qui n'arrivent pas à fonctionner sur un crossover. Donc c'est vrai que bon, Bah là, c'est pas forcément un gage de réussite, tu vois. Ce que je veux dire, c'est. Bah là, le problème, c'est que Urban, en fait, quand ils ont fait des crossovers jeux vidéo comics, c'est-à-dire qu'ils prenaient des jeux vidéo, mais des jeux vidéo de niche. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment, The Witcher, par exemple, c'était vraiment pour les fans de The Witcher. Quelqu'un qui allait lire après le comics The Witcher, oui, il se mettait dedans, mais s'il n'avait pas joué aux jeux vidéo, ouais, il pouvait commencer comme ça. Alors que là, Fortnite, c'est vraiment quelque chose qui est passé au-delà vraiment c'est simple, de toute façon, tous les jeunes qui s'intéressent majoritairement aux jeux vidéo, à partir de 13 ans, ils y jouent, quoi. La majorité connaissent soit les danses, soit les skins, soit... Il y a toujours quelque chose qui fait que Fortnite reste quelque chose d'assez ancré maintenant en termes de jeux vidéo. Et puis Batman, de toute façon, ça fait vendre en général. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Batman, ça fait vendre, ça c'est sûr. Et je pense que Fortnite aussi. Alors, petite surprise, parce que c'est vrai que vous avez l'habitude, Siegfried, vous l'attendez, Siegfried est prêt à détruire ce crossover Batman-Fortnite. Mais attention, alerte. Non, Siegfried ne va pas détruire Batman-Fortnite. Siegfried, qu'as-tu pensé de Batman-Fortnite? Eh ben, contre toute attente, j'ai beaucoup aimé ce Batman Fortnite. Alors, évidemment, comme beaucoup, même en voyant le succès, je me suis dit, bon, ben, c'est un crossover relativement opportuniste. Ça, dans tous les cas, on s'en doute, mais j'avais peur que le succès soit mu uniquement par l'idée du croisement des licences et donc par l'achat par des fans de Fortnite, sans forcément qu'il y ait d'intérêt scénaristique ou graphique derrière. Déjà, graphiquement, il faut dire que le résultat est franchement correct. On aurait pu s'attendre à un style manga, cartoon, enfin, un style relativement hyper accessible, soi-disant vraiment contemporain et Jones, et en fait c'est un dessin qui est vraiment très propre et qui ne démériterait pas dans des comics de continuité. Donc je rappelle que les dessins sont de Riley Brown. Et même en termes de scénario, c'est relativement dense et ça fait partie des bons comics Batman du moment. Dès le début, c'est assez drôle parce qu'effectivement, on voit Batman propulsé dans le monde de Fortnite et il est assez amusant de voir comment il en découvre les codes, le fait qu'il ne puisse pas parler. Tout de suite, il y a le réflexe de se cacher. J'ai bien aimé le fait que il commence par se mettre en hauteur pour mieux voir l'environnement. Et évidemment, dans Fortnite, on ne se met jamais en hauteur parce que c'est bien joli de voir l'environnement, mais on est tout de suite ciblé par les snipers. Et effectivement, c'est ce qui lui arrive. Pour être, je rectifie, pour être joueur de Fortnite, au contraire,
c'est un peu mieux de se mettre en hauteur pour justement pouvoir attaquer ceux qui sont plus bas, parce que quand on est en bas, mine de rien, c'est très compliqué de gagner un duel face à une personne qui est légèrement en hauteur. Ouais, mais quand on se met vraiment tout en haut sur les cimes vraiment Ah repérables, oui, comme oui, lui il oui, le oui. fait, il faut le faire avec énormément de prudence. Et en Ah oui, l'occurrence, bien lui se sûr. dit vraiment, je le fais Gotham style, quoi. Je me mets Ah, sur une ça c'est sûr. gargouille le plus haut possible, vraiment à l'endroit où tout le monde peut me voir pour vraiment voir aussi ce qui m'entoure, et très mauvais dans Fortnite. Par contre, la partie Fortnite, c'est quand même pas la plus réussie, j'ai trouvé, de l'intrigue. Elle est relativement exploitée. Par exemple, on n'a pas on n'a pas de coffre d'armes, on n'a aucune notion de construction, ce qui est quand même C'est ça, curieux pour du c'est vrai. Fortnite, alors que ça fait partie des originalités fondamentales de Fortnite par rapport à tant d'autres Battle Royale. C'est le fait de pouvoir construire très librement ces espèces d'immenses structures en bois. D'ailleurs, les personnages qui sont issus de Fortnite n'ont vraiment pas beaucoup de profondeur, même quand ensuite ils s'étoffent un peu, enfin ils ont plus d'importance dramatique dans la deuxième partie du récit. C'est pas du tout les personnages qui nous intéressent. Et comme je disais, d'ailleurs, vous l'avez senti aussi quand Pelli en a parlé. Pelli était frustré de voir que Harley Quinn ou Deathstroke étaient relativement sous-exploités, mais n'a pas du tout évoqué ces personnages de Fortnite qui effectivement sont plus là pour le décor que vraiment pour l'intrigue. Donc finalement, On a Fortnite, à mon plus, avis, ouais, sert plus on a, de... Oui, pardon, pardon, Papelli. on a plus l'impression qu'ils utilisent les skins de Fortnite, de dire tiens, l'homme à la tête poisson, les gens ont bien aimé sur Fortnite, donc du coup on va le mettre, mais ouais, c'est vrai que tu as raison, ils donnent pas forcément de profondeur à ces personnages. Ils mettent uniquement leur image qui soit identifiée. Tiens, lui, il vient de Fortnite, on sait qu'il est dans Fortnite. Oui, il y a pas trop d'efforts à ce niveau-là, alors qu'on aurait très bien pu s'attendre sur 6 numéros, en avoir juste uniquement centré autour de ces personnages pour les faire un peu exister, alors que là, ils servent vraiment de décor, ils sont relativement interchangeables en termes de personnalité. Bon, c'est un peu dommage, mais on sent bien que l'intérêt, c'était pas de faire un comic sur Fortnite. Fortnite sert avant tout de bon prétexte pour une histoire qui, elle, est relativement solide et qui a même le luxe de mêler les émotions, puisqu'il y a des j'avais beaucoup aimé par exemple le deuxième numéro sur la rencontre entre Batman et Catwoman, et qui est presque une histoire auto-centrée avec son Mhm. propre début, sa propre conclusion, et qui est relativement émouvante, tandis que le premier numéro est quant à lui plutôt amusant. Il y a beaucoup d'action dans les derniers numéros avec quelques twists. Bref, c'est un numéro qui c'est un comics qui est vraiment qui essaie de faire une proposition scénaristique vraiment riche et étonnamment riche pour un comic avec cet univers-là. Alors c'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il y a des choses qui pourraient être bien mieux exploitées qu'elles ne le sont, mais enfin globalement, ce serait quand même assez de mauvaise foi de dire que c'est un mauvais comics purement opportuniste. Donc je suis désolé pour les premières mauvaises impressions que j'ai pu avoir contre ce comics qui fait largement partie des comics recommandables, y compris pour ceux qui aiment le couple Batman-Catwoman mais qui n'aiment pas du tout Fortnite. Leur relation est vraiment très bien exploitée dans ce comics. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que, en évitant tout spoil, c'est que on sent qu'à un moment, il y a une réelle motivation de raccrocher ça le plus possible à des récits récents de Batman. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le lire pour moi, ça fait pas partie. Comment dire, ça fait un peu one shot, mais en même temps, on peut parfaitement se dire, tiens, bah, ça rentre parfaitement dans une continuité Oui, dans on est la même continuité surpris sur la récente. fin. C'est ça, moi, Il ça y a m'a des tué. références à la continuité qui, dans une espèce de one-shot Fortnite, sont totalement inattendues. Enfin, quand on regarde les Batman, Tortue Ninja, par exemple, qui sont globalement des réussites d'ailleurs, on essaye au contraire d'éviter toute référence à la continuité parce que ce sont des productions vraiment périphériques, alors que là, on fait des références assez pointues à la continuité, qui sont d'ailleurs peut-être même pas compréhensibles pour qui n'a pas lu la C'est continuité. ça. Donc C'est vrai. c'est presque étonnant de Bah, richesse. on a en fait le cas des deux côtés. On a d'un côté une envie de se raccrocher à la continuité Fortnite parce que à un moment, il y a un personnage qui apparaît vers la fin du récit, qui est un personnage central de la dernière saison de Fortnite. Donc pour les joueurs de Fortnite, c'est de se dire ah, mais lui, en ce moment, on est dedans. Et du côté du comics et Batman, on a aussi l'apparition d'un personnage qui nous fait dire eh, mais attends, lui, il y est dans les comics dernièrement. Donc c'est génial parce que les deux univers se clipsent parfaitement. Et on en revient à ce qu'on disait dans un précédent podcast, qu'au final, Batman, c'est l'une des licences qui peut se clipser vraiment dans n'importe quel univers. D'ailleurs, j'ai un peu peur pour la suite parce qu'ils teasent quand même une suite qui impliquerait davantage de super-héros, peut-être toute la Justice League et pas juste Batman, et qui, à mon avis, risque de moins fonctionner parce qu'on perdrait cette dimension de ce qu'on disait, effectivement, de Batman qui se greffe à tout. Est-ce que tout d'ici peut se greffer à tout Fortnite sans que ça devienne un peu plus chaotique? On verra. Mais en tout cas, ça donne Bah, envie de voir la suite parce que ça met en confiance, en tout cas, la qualité de ce récit met en confiance pour la suite, même si on peut appréhender un peu davantage. après, le tome 2 fait 48 pages. En 48 pages, je sais pas si. Ouais. Ouais.
Ça risque d'être difficile de. Ouais, est-ce que ça va pas être un gros nanar où on balance tout d'un coup en 48 pages? C'est ça qui va être compliqué. Moi, personnellement, je le lis ce week-end. Donc bon, je vous en dirai un peu plus. Ok, bon, ben écoute, tu nous diras ça. Effectivement, donc si vous n'avez pas encore lu ce Batman Fortnite, fortement recommandé par la team Batman Legend. Moi, je l'ai pas lu encore, mais du coup, bah, peut-être falloir que je le lise. Alors apparemment, c'est pas mal. Ok, mais j'ai du retard sur mes lectures et j'ai pas lu non plus le prochain récit qu'on va aborder dans ce podcast, qui n'est autre que le nouveau numéro du Batman Mythology, donc la collection qu'a entamé Urban Comics cette année. Et cette fois, on se réfère aux amis et alliés de notre Batman adoré. C'est pour la rime. Et c'est Siegfried qui va se coller à notre review Batman Mythologie, amis et alliés. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est intéressant, Siegfried? Est-ce que je dois remettre l'alerte? Bah non, maintenant que tu l'as employé de façon ironique, on ne saurait plus comment l'apprendre, donc ça serait dommage. Mais effectivement, ça, c'est, enfin, si vous avez déjà écouté les précédents Bat Review, vous savez que j'ai toujours mes réticences. Triste d'ailleurs d'avoir toujours ces mêmes réticences sur les Batman mythologie qui, à mon avis, font toujours des choix assez étranges, d'autant plus surprenant d'ailleurs que les Batman Arkham à côté sont globalement beaucoup plus réussis. On en reparlera d'ailleurs le mois prochain avec le Batman Arkham sur Freeze que j'attends avec beaucoup d'impatience. Déjà, il faut savoir que quand on nous parle de amis et alliés, en fait, on ne parle que de trois personnages, enfin de trois costumes, Robin, Batgirl et Alfred. Moi, quand j'entends amis et alliés, je me dis, tiens, on va peut-être parler un peu de Gordon, de Fox, de Catwoman, ouais, de la GLA, enfin Superman, ça fait quand même partie des amis et alliés principaux de Batman, de la police de la GSPD, la police de Gotham. Non, en fait, c'est vraiment juste Robin, Batgirl et Alfred. Donc finalement, on aurait pu appeler ça Bat Family plutôt qu'amis et alliés, et on se serait beaucoup plus attendu au contenu qu'on a là. Donc c'est déjà une petite surprise. Donc voilà, il faut vous attendre à n'avoir en fait que Robin, Batgirl et Alfred, contrairement aux premières impressions qu'on pourrait voir. Sachant que Robin a le droit aux 3/4 de l'anthologie, bon, ce qui est logique parce qu'il y a quand même beaucoup de Robin. Batgirl a le droit à 4 ou 5 récits, pas plus, et Alfred a le droit à 3 récits, je crois. Donc voilà, il faut pas non plus vous attendre à voir ces personnages surreprésentés, au point qu'on se dit qu'on aurait peut-être pu avoir une anthologie uniquement sur Robin et Batgirl, par exemple, et la séparer d'Alfred. Je reparlerai d'Alfred sur la fin, mais clairement, on se demande, quitte à consacrer 4/5 du volume à Robin et Batgirl, pourquoi ne consacrer qu'une 40aine de pages à la fin à Alfred? Autant ne parler que de Robin et Batgirl, qui ont quand même des fonctions relativement similaires dans la Batcave, donc on peut comprendre qu'on les assimile, mais autant les fusionner et voir alterner Batgirl et Robin pour montrer que bon, ce ne sont pas non plus... Voilà, ils ont des fonctions relativement interchangeables assez souvent dans la continuité. Alors que séparer les Robin et Batgirl, ça ne fait que montrer qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur Robin que sur Batgirl, puisque Batgirl, on a pratiquement un récit par Batgirl différente, là où Robin, bon, ils ont quand même droit à une quinzaine de récits en tout et pour tout, donc ça ne fait qu'accentuer le traitement inégal entre les deux personnages. Donc voilà, c'est déjà beaucoup de petits choix qui interrogent d'emblée rien qu'en regardant le sommaire. Et est-ce qu'on a, tu as une question, est-ce qu'on a quand même des récits plutôt inédits en VF? C'est des récits qui font partie d'arcs principaux, ou ce sont des petits récits dégotés à droite et à gauche qui peuvent être plus surprenants? Alors, ça c'est la nouvelle surprise en regardant le sommaire, c'est qu'on se rend compte que par exemple sur les Robin, ça reprend le volume Batman Robin 80 ans, qui vient donc de sortir, qui est sorti l'année dernière pour les 80 ans de Robin, et qui contenait donc, enfin vous connaissez ces anthologies comme le Joker 80 ans, etc. C'est uniquement des récits inédits d'auteurs contemporains qui ont voulu rendre hommage à ce personnage. Sauf un récit qui est tiré du dernier Batman Black and White et évoquant Robin. Tous les autres récits des Robin sont tirés de cette anthologie des 80 ans, et donc sont donc complètement inédits en français. Et là, vous dites, mais c'est curieux, parce que dans les Batman anthologies précédents, on avait au contraire une volonté patrimoniale, où on nous donnait régulièrement le premier récit avec un Robin. Donc là, on aurait pu s'attendre au premier récit avec chacun des différents Robins et quelques autres récits fondamentaux sur ces personnages. Non, il y a un seul récit qui ne fait pas partie de cette anthologie des Robin 80 ans, donc vous n'aurez aucun des récits patrimoniaux sur les Robins. Donc si votre but était d'offrir cette anthologie à quelqu'un pour qu'il découvre les différents Robins et l'histoire des différents Robins, passez votre chemin, parce que ça sera vraiment pas le cas. Ok. Donc bah,
Après, peut-être aussi que c'est un choix parce que les récits qui présentent les nouveaux Robin ont déjà été publiés, quoi. Je veux dire, c'est peut-être aussi pour essayer de proposer quelque chose d'inédit en français, comme on le disait. Bien sûr, mais là, si j'ai acheté les précédents Batman Mythologie, je me dis, tiens, un Batman Mythologie sur Robin, bah, c'est chouette, c'est l'occasion d'apprendre l'histoire de Robin. Et en fait, pas Ouais. du tout. Donc, en fait, ça ne respecte pas le choix éditorial fait sur les précédents Batman Mythologie, ce qui est compréhensible en termes de propositions d'inédit et agréable pour ceux qui connaissent déjà ces univers, mais qui n'ont pas eu accès à ce Robin 80 ans, puisqu'il n'a jamais été publié en VF. Mais ce qui est curieux, quand on s'attend juste à une anthologie Batman Mythologie classique, parce que tout à coup, on ne respecte plus les règles de l'anthologie traditionnelle. C'est vrai qu'on sent qu'ils ont voulu s'éloigner des autres récits en voulant peut-être être plus diversifiés, mais au final, là, pour le coup, c'est vrai que quand on s'attend à lire Amis et Alliés, c'est vrai que on n'a pas énormément de choix. Hein. D'ailleurs, parmi les surprises, le fameux récit qui est donc tiré de Batman Black and White, donc le seul qui n'est pas tiré de Robin 80 ans, et le dernier récit de la partie sur Robin, il ne parle pas du tout de Robin, et c'est un récit qui finit très abruptement, comme s'il n'avait pas de résolution. Donc en fait, il n'y avait vraiment aucun sens à l'ajouter à ces Robin 80 ans, ça n'a aucune plus-value, c'est un récit qui n'a même pas d'intérêt par rapport à Robin, c'est vraiment très étrange, enfin c'est quelque chose que j'ai juste pas compris. Et d'ailleurs, dans la partie sur Alfred, le premier récit de la partie sur Alfred, c'est la première rencontre entre Alfred, Batman et Robin, en 1943. Donc le récit de Don Cameron dessiné par Bob Kane et Robinson. C'est le seul récit patrimonial de l'ensemble de cette anthologie. Okay. Du coup, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Soit on assume de pas du tout donner les comics patrimoniaux avec la première rencontre avec les différents personnages, soit on fait du complètement patrimonial, soit on ne fait pas du tout du patrimonial. Mais pourquoi avoir tout à coup ce récit de 1943 alors que tous les autres récits datent des années 80-90 pour les parties sur Batgirl et Alfred, soit sont hyper contemporaines, enfin ont été produites en 2019-2020 pour la partie sur Robin. C'est inconsistant avec les autres mythologies et c'est inconsistant dans la provision de l'anthologie elle-même. C'est vraiment très étrange. Alors heureusement, donc on a quand même quelques récits qui sont relativement chouettes. Moi, une préférence va, tiens, c'est étonnant, au récit de Tom King et Tim Seeley sur Robin. Donc Tom King, on sait qu'il a dessiné, qu'il a scénarisé un run très correct à ses débuts dans DC d'ailleurs sur Nightwing, et qui effectivement reprend ces intrigues du Grayson à l'époque où il est espion. Grayson qui se souvient au moment où il est espion et où il a formé une jeune recrue des leçons de Batman et les réapproprie complètement, très librement. D'ailleurs, c'est très joliment dessiné par Michael Ranin, c'est très léger mais c'est vraiment très éloquent sur ce que Batman apporte à Robin et sur la manière dont les Robins essaient de vivre par rapport à l'héritage batmanien. Finalement, c'est tout ce qu'on voit dans cette anthologie. Ça s'appelle quand même Batman Mythologie Allié-Ennemi. Allié-ennemi, allié et ami, pardon, ce sont en plus des termes qui font vraiment référence au lien qui unit le personnage à Batman. Donc on s'attend à avoir beaucoup de récits liant Batman à ses personnages. En fait, on a beaucoup de récits qui n'évoquent même pas du tout Batman. Enfin voilà, même les choix sont souvent très étranges. On n'a même pas de récit avec la Justice League, je crois. Oui, non, pas du tout. Zéro. Moi, je suis un peu sûr qu'on évoque une seule fois Superman. Enfin voilà, ce sont des choix qui sont plutôt étranges, mais heureusement, il y a ces histoires-là qui, pour le coup, respectent plus ou moins les attentes et sont quand même relativement correctes. On a même un récit, attention, je vais dire du bien de James Tynion, qui. Tu veux l'alerte ou pas? Non, quand même pas. C'est pas bon à ce point-là, mais qui fait une espèce de prélude à son Detective Comics Rebirth. Donc avec un petit récit sympathique sur Red Robin qui cherche dans quelle direction évoluer pour prendre aussi ses marques par rapport aux autres Robins et par rapport à Batman, et qui va demander à chacun des différents Robins ce qu'il lui conseille de faire. Évidemment, chaque Robin lui dit suis un peu ce que je fais. Nightwing qui lui dit soit une espèce de nouveau leader. Au contraire, Todd qui lui donne un conseil qui ressemble vraiment à du Todd. Wayne, Damian qui lui dit bien sûr de tracer sa propre voie, de surtout pas suivre la voie des autres parce qu'il doit être complètement indépendant. Enfin voilà, ça reste assez chouette parce que c'est encore un joli moment d'unité autour des Robins autour de Batman, et c'est le genre de choses qu'on aimerait davantage voir d'ailleurs, parce qu'on s'attendrait à avoir plusieurs récits aussi avec plusieurs Robins pour montrer justement à quel point ils forment tous une espèce de grande famille. Enfin c'est quand même essentiel, et en fait c'est pas forcément le cas. On a aussi un assez joli récit de Robbie Thompson, très très joliment dessiné par Ramon Villalobos, sur Damian qui cache un lourd secret à Batman, un lourd secret qui d'ailleurs n'est pas divulgué, et avec les deux personnages qui souffrent de ne pas savoir communiquer. Et j'ai l'impression que ça tease quelque chose qui pourrait avoir lieu dans la continuité, donc c'est à voir. Mais voilà, tout à fait.
pour le coup, enfin, je trouve ça un peu étrange dans une anthologie où les récits sont plutôt des one-shots, de teaser quelque chose qui viendrait plus tard, et donc un secret qui n'est pas exprimé dans le comics, mais ça crée en tout cas une certaine incommunicabilité entre les deux personnages qui correspond bien en plus à Batman et Damian et qui est plutôt bien exploité. Donc voilà, il y a 2 ou 3 récits qui sont chouettes, même si globalement c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a aussi beaucoup de récits qui sont complètement insignifiants, comme celui de Chuck Dixon par exemple, voire des récits qui sont juste mignons, mais où on sent pas vraiment la distance. En fait, il y a des récits où on lit simplement le récit et on se demande pendant le récit, tiens, en fait, le Robin qu'on est en train de voir sur son costume, c'est lequel? Est-ce que c'est un récit ancien sur Dick? Est-ce qu'on parle de Jason? Est-ce qu'on parle de Tim? Est-ce qu'on parle de Damian? En fait, avant d'avoir une espèce de mini révélation à la fin où qu'on nous dit juste le nom assez brutalement, ça paraît relativement interchangeable. Donc ça peut être un peu dommage aussi. Et tout à coup, en plein milieu, on a le récit de Starlin de 1988 où celui où Jason Todd assassine un fils de diplomate crapuleux qui échappe à la justice du fait de son statut, qui était un récit vraiment essentiel parce que c'est un des récits qui avait vraiment fait détester Todd par les lecteurs et qui donc avait aussi participé à le faire tuer après. Mais c'est aussi le premier récit, je crois, dans lequel on voit vraiment Jason qui se distingue de Batman et qui va jusqu'à tuer un criminel sous la désapprobation la plus complète de Batman. Donc un récit qui est fondamental pour comprendre Jason. Mais est-ce que vraiment, sur une douzaine de récits qui abordent les Robins dans l'ordre le plus foutraque possible, avec des récits qui sont uniquement contemporains, il était utile d'avoir tout à coup un récit de 1988 qui est un point pivotal pour Jason? Enfin, j'ai pas vraiment compris la présence de ce... Voilà, de nouveau un comics patrimonial en plein milieu de comics qui n'ont rien de patrimonial. Et pourquoi approfondir tout à coup Jason alors que les autres personnages n'ont pas le droit à cet approfondissement? Bref, c'était vraiment très étrange. Sur les Batgirls, c'est un peu mieux. Voilà, c'est l'inconvénient avec les Batgirls, c'est qu'on a que 4 fascicules sur les Batgirls. Du coup, on a un peu un récit sur chacune des différentes Batgirls, ce qui peut un peu frustrer ceux qui vraiment attendaient enfin, ceux qui aiment vraiment Barbara ou ceux qui aiment vraiment Stephanie ou ceux qui aiment vraiment Cassandra, par exemple, auraient pu s'attendre à un vrai déploiement d'histoire sur ces différents personnages et du coup se retrouvent chacun confiné à une histoire sur leur personnage favori. Donc ça peut être un peu frustrant. Il y a quand même des jolis récits, notamment un récit de John Strander et Kim Yale avec des dessins de Steel Freeze qui racontent comment Barbara se reconstruit juste après Killing Joke. On a aussi une chouette histoire sur la relation entre Cassandra et Tim, une des toutes meilleures histoires d'ailleurs, scénarisée par Kelly Puckett en 2001. Donc ça se lit plutôt pas mal, mais j'aurais beaucoup mieux aimé une anthologie sur les Batgirls spécifiquement, parce que là ça donne pas l'impression de respecter les personnages, de n'avoir que 4 récits Batgirls juste après 12 récits sur les Robins. Disons qu'il y a une asymétrie qui se fait quand même bien sentir. Et alors sur Alfred, on a 3 numéros, 3 histoires seulement. Enfin, c'est 3 histoires dont, comme je l'ai dit, une histoire raconte la première rencontre entre Batman, Robin et Alfred. Donc dans ce scénario c'est très patrimonial de Don Cameron, Bob Kane et Jerry Robinson. Pourquoi est-ce que tout à coup on a un récit de 43 mystère, ce qui ne fait de la place que pour 2 autres récits ensuite. Un chouette récit de Kevin Dooley en 89 sur Alfred qui décide d'abandonner son rêve de la scène parce qu'il trouve un accomplissement dans le fait d'être un super majordome de Batman. Bon, ça se lit correctement, même sur Alfred il y a certainement beaucoup mieux à proposer. Et tout à coup, donc, le fameux Batman Pennyworth Rip sur les obsèques, disons, d'Alfred Pennyworth, puisque, bon, spoiler alerte, mais ça commence quand même à remonter. Alfred est mort dans la continuité, il est mort à la toute fin du run de Tom King, et immédiatement, ça avait été suivi en VO, évidemment, par un grand récit d'hommage à Pennyworth, qui n'a jamais été traduit encore en français. Ça tardait, donc voilà, ils ont enfin trouvé l'occasion de le faire, même si c'est étonnant parce que c'est vraiment un récit qui se comprend par rapport à la continuité, par rapport à cette mort récente d'Alfred, alors que on reste dans une anthologie qui est séparée de la continuité et qui généralement est plutôt axée vers les nouveaux lecteurs. Donc voilà, c'est un peu étrange de le produire là et pas de le produire en continuité ou dans un format plus exceptionnel, alors qu'il y avait quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'occasions. D'ailleurs, on avait déjà évoqué d'ailleurs le cas de ce Pennyworth Rip dans un autre podcast où on avait dit que ils avaient l'occasion parfaite dans je ne sais plus quel volume de le placer. Dans et le bizarrement, 12, ils ont. dans le Ouais, dernier, voilà. quand on avait fait le retour sur le run de King, on avait dit justement à la fin c'était le meilleur moment pour le placer. Et là, je reviens sur ce que tu disais, effectivement. Pourquoi le placer dans un Batman mythologie où
Bah, le problème, c'est que moi, par exemple, Batman Mythology, la collection de Batman Mythology n'est pas du tout ma came. Voilà, j'ai du mal à lire des récits comme ça qui datent d'avant, pour certains d'avant 86 ou voilà. J'ai du mal à lire des vieux récits comme ça. Le problème, c'est que là, par exemple, en préparant le podcast, je vais sur Batman Mythology et je vois, oh, Batman Pennyworth Rip. Alors qu'à chaque fois, je me demandais, mais quand est-ce qu'ils peuvent le faire en VF? Ce serait bien qu'ils le fassent en VF, ils le feront jamais. Et au final, je m'aperçois, tiens, comme ça, juste par curiosité, en regardant sur le programme sur le menu du Batman Mythology, bah tiens, tu vois Batman Pennyworth Rip qui tombe comme ça en plein milieu. C'est dommage parce qu'il y avait quand même je pense qu'il aurait fallu le mettre dans la série principale Batman. Ça aurait été Complètement, oui. sa place. Alors que là, bah, bon nombre de personnes vont peut-être pas le lire parce que bah, ils sont pas fans de la collection Batman Mythology. C'est dommage. Oui, tout à fait. Enfin, ça a vraiment pas sa place. Bon, d'autant que ça, c'est Comme- plus subjectif. Pour moi, c'est un comics qui est quand même relativement mineur. Donc, c'est scénarisé par Tennessee Oui. Thomasy. Bon, déjà, pour moi, ça commence mal, mais c'est disons que chaque personnage évoque un souvenir qu'il a d'Alfred, chaque personnage de la Bat Family. Oh, bon, globalement, on sent que c'est des mini-récits qui se veulent émouvants, touchants, simples, mais qui sont quand même relativement artificiels. Ce qui est en fait dommage, c'est que par rapport à la manière de publier d'Urban, le fait qu'Alfred décède dans la série principale, bah, au final, on a l'impression que c'est juste, bon, bah, Alfred est mort, ok, vas-y, c'est parti, on passe à autre chose. Oui, tout à fait. Oui. Alors que Oui, là, le fait de mettre ce récit-là, ça voulait dire, attends, Alfred, c'est un personnage important de la continuité, il est là depuis le début, on vient quand même de faire un changement de statu quo quand même assez fort en intensité, et bah, on a l'impression que ça se passe comme ça, tranquillement, alors que s'ils avaient rajouté ce récit Batman Pennyworth Rip, je pense que ça aurait peut-être mis un peu plus le doigt dessus, parce que bon, je rappelle que quand dans les New 52, Damian Wayne était mort, on en a fait je ne sais combien il y avait dans chaque série l'issue 17 qui était consacré à Robin à chaque fois. Alors que là, Alfred meurt et ça passe comme une lettre à la poste. Il y a pas de. En VF, je parle. En VO, Oui, en VF, Batman Pennyworth, voilà. C'est dommage. Okay. D'ailleurs, deux petites bizarreries sur ce Batman Pennyworth Rip. Déjà, Tiny et Thomasy se permettent de taper sur le run de Tom King. ça j'ai pas trop apprécié. Parce que Barbara va dire à Bruce, tu as choisi le pire moment pour aller te prélasser sur une plage. Et à cause de ça, Alfred est mort. Et effectivement, on se souvient qu'à la fin du run vers la fin du run de Tom King, Bruce complètement lessivé, incapable de faire quoi que ce soit, était allé se ressourcer avec Catwoman sur une plage où il prenait vraiment des vacances pendant que Gotham était en guerre. Et bon, c'est une bizarrerie qui avait été relevée par beaucoup. Mais voilà, enfin, c'était un truc qu'il fallait juste accepter pour montrer que Batman se reconstruisait avec Catwoman pour reprendre des forces et vraiment revenir. Donc, mettre le doigt là-dessus en soulignant que c'est quelque part, que Batman devrait se sentir coupable d'avoir pris ses vacances, c'est vraiment accusé sur Tom King. Enfin, c'est vraiment taper sur le run de Tom King d'une manière qui relativement déplaisante. Enfin, c'est vraiment une pique qui est assez mesquine, je trouve, de la part de Tynion et Thomasy, dont on sent qu'elle est pas vraiment innocente, elle est pas amusante. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et petite bizarrerie de la part d'Urban cette fois, qui donc à chaque fois précède chacune des trois parties de cette Batman Anthologie d'une petite notice pour rappeler qui est le personnage et son histoire, et qui sur Alfred parle donc de cette mort d'Alfred dans le run de Tom King, en disant mais comme vous le savez, les personnages de comics sont rarement morts longtemps, donc peut-être qu'il faut s'attendre à ce qu'Alfred revienne un jour. Bon, à ma connaissance. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'ils ont mis #teasing derrière? Non, mais c'est même pas si malin que ça. Enfin, d'autant que c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas prévu dans l'immédiat. Je crois pas que ça a été fait. Enfin, à moins que quelque chose m'ait échappé, mais enfin, je crois pas du tout que ça ait fait que ce soit prévu. Donc, en l'occurrence, Urban n'est pas forcément au courant de quoi que ce soit, mais il rappelle juste que cette mort n'est pas forcément définitive, ce qui fait que ça amoindrit seulement l'impact émotionnel qu'on pourrait avoir en lisant un récit sur la mort d'Alfred, parce que c'est quand même relativement fort. Enfin, on tue quand même l'un des piliers du Batverse. Mais l'éditeur nous dit oh mais pleurez pas trop longtemps parce que peut-être qu'il va revenir, vous savez les morts c'est pas très sérieux. Enfin, c'est vraiment complètement déplacé de la part d'une notice déjà d'amoindrir l'impact d'une de ses propres histoires, mais en plus de teaser quelque chose qui n'est pas du tout prévu en termes d'édition par DC Comics, comme si c'était une certitude parce que c'est comme Urban qui le dit, donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils le disent parce qu'ils savent ce qui se passe en ce moment chez DC Comics alors que c'est même pas le cas. Enfin voilà, j'ai vraiment
trouvais ça complètement déplacé en fait d'évoquer cette possibilité. C'est pas du tout la place d'une notice historique de Batman rappelant juste dans quelles circonstances Alfred est mort, de commencer à nous dire mais vous savez peut-être qu'il va revenir. C'est vrai que c'est un choix assez surprenant ça rajoute ça rajoute vraiment aux multiples petites surprises toutes assez négatives que j'ai pu avoir sur ce volume, voilà, qui propose donc 2 ou 3 récits assez chouettes. Bon, allez, disons 3 ou 4 pour être généreux, mais qui globalement fait tellement de choses étranges que moi je suis pas sûr de pouvoir le recommander comme les précédentes mythologies. Déjà, voilà, il faut savoir avant même de l'acquérir de quel super-héros de quel personnage on va parler et dans quelle proportion, parce que ça déjà c'est des surprises quand on voit le titre Ami et Allié. Et une fois qu'on est vraiment au courant de ça, voilà, bon, on peut éventuellement s'y intéresser si on accepte tous ces partis pris, mais ça fait quand même beaucoup de partis pris pour un titre qui, à mon avis, est quand même relativement trompeur ou qui aurait pu être beaucoup plus clair sur ce que contient vraiment l'anthologie. Ok, donc effectivement, comme le disait Siegfried, quelques petites surprises, quelques petites mauvaises surprises même d'après Siegfried. Et c'est vrai qu'il y a quelques choix qu'on peut regretter, malgré tout quelques petites histoires intéressantes. J'ai l'impression, quand je t'entendais, en tout cas par-ci par-là, parsemer des petits récits intéressants ou pas inintéressants ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelques petites histoires qui valent le coup, mais il faut savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc vous êtes maintenant prévenus. On va attaquer une autre anthologie, une anthologie spéciale. J'en ai parlé en introduction de ce podcast, puisqu'elle a été éditée mondialement à l'occasion du Batman Day, Batman the World, avec 12 histoires donc conçues par 12 équipes créatives venues de 12 pays différents, dont la France. Cocorico. Tiens, Pédi, parle-nous un petit peu de ce Batman the World. Alors, en préambule, je peux dire aussi qu'on a fait un long article où chaque membre de la team, on s'est partagé en fait ces différents récits et on les a reviewés dans l'article. Je mettrai le lien dans la présentation de cette vidéo sur YouTube ou dans l'article sur Batman Legend qui présente ce podcast. Mais parle-nous-en quand même un petit peu dans ce podcast, Pédi. L'idée de base est super intéressante pour le Batman Day de sortir un récit où justement beaucoup de scénaristes et de dessinateurs donnent leur vision de Batman. Le seul problème dans ce récit, c'est qu'une bonne majorité de ces histoires courtes sont d'un niveau assez moyen. C'est vrai que celle des États-Unis est plutôt pas mal, déjà par le dessin. La France est assez, même si au niveau dessin n'est pas très cool, scénaristiquement ça fait une mini-histoire assez sympa, mais voilà, il y a pas grand nombre de récits qui vont vraiment mettre les... Ah bon, il me semblait que Siegfried avait adoré celui de la Chine, mais... Je peux me tromper, c'est peut-être une mauvaise information. C'est vrai que c'est dommage parce que voilà, ça coupe un peu l'envie. L'idée est pourtant super intéressante et c'est vrai qu'avec le recul, on en vient à se demander. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, on a un récit pour les États-Unis, la France, mais par exemple, on n'a pas de récit pour l'Afrique, on n'a pas de récit pour l'Amérique du Sud, il me semble. Si, on a le Brésil. Si, il y a le Brésil. Le Brésil ou l'Australie, par exemple, on n'en a pas, alors que bon, il me semble que un certain Tom Taylor, je crois, qui est australien, je crois. Ou non, enfin, ce que je veux dire, c'est ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains continents, on s'attendait à plus les voir. Moi, j'aurais bien adoré voir des récits de scénaristes ou de dessinateurs africains sur Batman, ça pourrait être cool. Et au final, on n'a pas ça, et c'est assez dommage parce que bon, dire Batman peut-être pour un numéro 2, hein. Peut-être, pourquoi pas, ça se trouve l'année prochaine, voilà, ils vont en refaire un autre. Oui, ils vont peut-être faire tourner les pays, effectivement. C'est dommage parce qu'on se retrouve avec énormément de pays européens, alors que... Oui, il y a pas mal de pays européens, mais il y a quand même des pays américains, il y a quand même des pays asiatiques. Il y a quand même une certaine diversité. D'ailleurs, c'est ce qui fait que parfois c'est assez surprenant aussi. Mais on la trouve cette diversité, mais par exemple, je veux dire, alors c'est assez contradictoire ce que je vais dire, mais alors d'un côté, le récit américain est très beau, il n'y a pas de problème, mais le récit américain du Batman par rapport à un récit américain, on en voit tous les mois. Alors dans Batman the World, ne met pas les États-Unis, mais un autre pays à la place. Surtout que le scénario global de...
d'Azzarello et Bermero, Vas-y. pour le coup, ils ne parlent pas forcément des États-Unis, alors que pour chacun des autres récits, on sent qu'il y a quand même un cahier des charges qui disait Oui, représenter voilà, votre pays pour. Enfin, il y a une certaine vocation touristique aussi c'est ça. de ces récits, là où le premier récit, c'est juste un récit de Batman classique par rapport à Gotham, Voilà. mais ça ne présente pas du Il tout est, particulièrement les États-Unis. Donc, c'est ça. Visuellement, il est magnifique. Visuellement, ah c'est oui, c'est magnifique. le plus beau de loin, et c'est un des plus beaux boulots de Bermero, mais il Mais répond pas au cahier des charges de sa propre c'est ça. anthologie. Enfin, c'est vraiment étrange. Et au final, si on doit vraiment se dire, tiens, bah, le Batman. Alors moi, au tout départ, euh, lorsqu'on m'a présenté le concept de Batman The World, je pensais que ce serait non pas des aventures de Batman dans d'autres pays, mais vraiment un pays qui présente un héros qui serait l'équivalent à Batman. Et je trouvais par exemple ce style de Oui, récit genre, du plus style de Batman intéressant. Incorporated, quoi. Voilà, un espèce de Batman Incorporated. Et je trouvais ce style-là peut-être plus intéressant que de voir des aventures de Batman dans des pays étrangers. Alors après, c'est intéressant, mais le problème, c'est que Batman aux États-Unis, on l'a tous les mois. C'est de base, c'est son pays de base. Donc c'est bête de pas trouver un autre pays à la place des États-Unis Ouais, mais je voilà, pense que tu peux pas, enfin, je veux dire, en tant qu'éditeur DC Comics, ne pas mettre en premier, en plus, ton pays, voilà, le pays de Ouais, base oui, mais de Batman, tu vois. Je pense que c'est aussi ouais. Après, moi personnellement, logique pour eux, quoi. Après, j'ai pas mal apprécié le récit. Le récit français est pas. Je trouve que visuellement, voilà, c'est pas mon style de dessin, mais par contre, au niveau du scénario, j'ai adoré cette blague entre guillemets, ce petit jeu de cache-cache qui est entre Catwoman et Batman pour à la fin juste poser une question grâce au lasso de vérité de Wonder Woman. Je trouve ça super mignon. Ça par exemple, ça aurait pu avoir sa place sur un annual Batman ou sur peut-être une interlude comme ça dans la Ouais, continuité mais quand justement, Catwoman et Batman allaient se marier. je pense que du coup, le format de ce Batman The World permet permet ça, parce que sur un annual Batman, ils donneront jamais les clés à des auteurs d'autres pays comme Ah, c'est ça, dommage, c'est tu dommage. vois, un peu moins connus. Voilà, il faut que ce soit des gros auteurs. Je sais pas, voilà. On en a vu des C'est gros dommage. auteurs, par exemple britanniques, travailler sur du Batman, mais je veux dire, tu vois, je pense que c'est aussi ce format-là permet d'avoir ce truc-là, même si c'est assez court, on l'a pas dit, mais c'est que 12 pages par C'est ça, récit, c'est donc ouais, voilà, c'est ça 12 va pages très par vite. récit. Ça va Après, très... comme je disais au tout début, le concept de base est très intéressant. Hein. C'est génial d'avoir fait ça, mais je pense qu'au final, moins de pays européens et on retire les États-Unis et on met un autre pays, ça aurait pas été gênant non plus. Oui, oui, non, mais de toute façon, on pourra toujours critiquer le choix de certains pays ou autre, mais je pense que c'est pas inintéressant. Et voilà, après, bon, il y a du bon et du moins bon. On en a parlé dans la review, on a essayé, chacun, on a traité tous les récits au final, et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins bons. Je taquinais un peu Siegfried tout à l'heure parce qu'il a travaillé sur Batman en Chine, la version chinoise. Et c'est vrai que c'était pas extraordinaire. Donc voilà, après il y a des bons récits. On a parlé du Batman en France par Mathieu Gabella, qu'on a interviewé d'ailleurs. Donc vous pouvez retrouver l'article sur Batman Legend. Mais là, le français avec le duo Bermero et Azzarello. Et c'est vrai, le chinois, le chinois, décidément, l'espagnol aussi était pas inintéressant. Donc il y a des petites choses assez intéressantes, quoi, au final, dans ce Batman The World. Après, moi, je suis plutôt pour, en tout cas, s'ils refont ça l'année prochaine, pour découvrir effectivement d'autres pays encore, ou d'autres équipes créatives en fonction des pays, s'ils veulent toujours mettre certains pays en avant. Peut-être qu'il y aura encore la France, par exemple, mais s'ils mettent un autre duo, je suis pas contre, quoi, tu vois. Oui, je trouve que c'est une bonne alternative au Batman Black and White, parce que moi, généralement, quand j'essaie de faire connaître les comics à quelqu'un ou de faire un cadeau à quelqu'un qui ne lit pas forcément de comics, mais qui lit un peu de bande dessinée, j'ai tendance à offrir les Batman Black and White parce que ça permet, dans un seul volume, de découvrir une vraie palette de styles différents, de styles à la fois scénaristiques, en termes de ton et en termes de dessin, et de se rendre compte qu'en fait, le comic, c'est pas juste un Batman dans un style particulier qui va tabasser du Joker, mais qu'on peut vraiment raconter énormément de choses dans énormément de tons, avec, enfin, ça témoigne vraiment de la richesse des comics. Et finalement, ce Batman The World remplit un peu cet office-là, puisqu'on se rend compte à quel point différentes cultures se réapproprient le Batman états-unien pour en faire quelque chose qui est plus ou moins ancré plus ou moins ancré dans la culture de leur pays, dans un style assez particulier. Et c'est assez chouette, d'autant qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité non plus. On voit vraiment les pays
essaye de raconter Batman de façon vraiment très classique, où Batman va poursuivre des criminels qui veulent lancer une bombe, enfin des choses vraiment déjà vues, et d'autres au contraire qui optent pour une approche beaucoup plus légère, comme le Brésil, comme la France ou l'Espagne par exemple, que j'aime particulièrement, ou d'autres qui en profitent pour faire une espèce de méditation sur le rôle du Batman et son impact sur les personnes avec la Russie. Enfin, c'est vraiment c'est chouette, je trouve, d'avoir d'autres comics qui remplissent cet office de confirmer aux personnes qui ne connaissent pas forcément la richesse des comics tout ce qu'on peut faire, y compris avec un seul personnage, ce qui va pas du tout de soi en fait pour les personnes qui sont réfractaires à cet univers-là. Tout à fait, tout à fait. On passe donc, après ce Batman The World, sur un gros morceau. Alors, du coup, on a décidé, en préambule, pour présenter ça, on a décidé de faire quelque chose un peu différent, mais on va basculer sur ce Future State. Donc, déjà Batman, tome 1, qui est sorti, parce qu'on va parler de Justice League, tome 1 aussi, Future State, juste après. Siegfried, je te laisse la parole, parce que c'est toi qui va nous présenter un petit peu tout ça, et notamment le programme qu'on a prévu à nos auditeurs. Alors, Future State, vous vous en souvenez peut-être, c'est ce gros event qui a eu lieu chez DC Comics en janvier et février, où pendant 2 mois, toutes les sorties régulières ont été mises entre parenthèses pour ne raconter que des événements qui auraient lieu dans un avenir plus ou moins proche. Le plus proche, c'est en 2025, mais il y en a qui se passent dans les années 8000. Enfin, c'est vraiment un parti pris assez fort. Et pour présenter le monde de DC Comics bien après les événements du Batman qui rit, avec beaucoup de reconfigurations, et donc à charge pour les lecteurs de découvrir comment le monde qu'ils connaissaient s'est reconfiguré, quels super-héros ont disparu, lesquels se sont profondément transformés avec le temps, avec les événements, et donc de reprendre souvent in medias res, donc vraiment arriver dans des univers avec une intrigue qui est déjà construite, où tout à coup on découvre que des héros luttent contre une menace dont on n'a jamais parlé, évidemment, parce qu'on n'a jamais su ce qui se passait entre la quantité classique et le Future State, et donc de raccrocher les wagons avec un tout nouvel univers, une toute nouvelle ville, une toute nouvelle géographie, une toute nouvelle politique. Enfin, c'est un parti pris relativement audacieux, dont on pensait au début d'ailleurs que ça serait l'occasion d'inviter un nouveau lectorat à découvrir les comics, parce que du coup évidemment ça serait pas raccroché à la continuité, donc ça ne demanderait pas de background, et en fait pas du tout. Enfin, c'est généralement au contraire assez exigeant en termes de référence et en termes de background de comics à déjà avoir pour se lancer dans ces univers-là. Donc l'une des sorties dont on aurait dû parler longuement ce mois-ci, c'est le Future State Batman, évidemment, qui compile les Future State consacrés à Batman Superman, à The Next Batman, à Robin Eternal et à Harley Quinn. Sauf qu'on a décidé d'attendre la sortie chez Urban du Batman Future State 2, puisqu'en fait ces 2 volumes ne sont pas vraiment consécutifs chronologiquement, mais c'est vraiment plusieurs séries qui ont été publiées plus ou moins simultanément, et qui ont été réparties par Urban en 2 volumes, parce qu'évidemment tout faire en un seul volume, ça aurait fait un volume de 700, presque 800 pages, donc ça n'aurait pas eu grand sens. Donc ils ont fait le choix de les diviser en 2, mais plutôt que de consacrer un gros morceau, il faudrait pratiquement une demi-heure d'émission à présenter chacun des 2 volumes séparément. On a essayé de faire un gros Batstalk le mois prochain, où on aborderait tout ce Future State, donc les différentes séries qui sont présentées, les enjeux du Future State, quelles séries on aimerait voir prolonger, parce qu'évidemment le but de DC, c'est pas juste de clore tous les récits au bout de 2 mois, mais d'en prolonger certains dans les mois suivants, ceux qui ont bien fonctionné, ceux sur lesquels il y a encore des choses à raconter. Donc notamment dans ce premier volume, vous trouverez l'histoire The Next Batman, qui est donc l'histoire qui a certainement été le plus médiatisée, puisqu'elle est scénarisée par John Ridley, qui était notamment le scénariste de 12 Years a Slave, et dessinée par Nick Derrington, sur Tim Fox, qui reprend la cape de Batman. On en reparlera de toute manière dans le groupe Bat Talk, mais pour moi, ce premier Future State n'est clairement pas le plus marquant. La plupart des séries qui sont vraiment intéressantes seront présentes dans le Future State 2, qui sort donc début novembre, il me semble. Notamment Catwoman, notamment Dark Detective, où on voit les rencontres entre l'ancien Batman, Bruce Wayne, et le nouveau Batman, entre guillemets, Tim Fox. Donc la plupart des séries vraiment intéressantes arrivent ensuite, d'où aussi l'intérêt de tout évoquer dans un seul gros numéro. Donc voilà.
je pense que vous pouvez quand même attendre la sortie du second volume avant de vous précipiter vers le premier pour avoir un aperçu plus global des séries qui vous intéressent ou pas. Donc, il y a quand même énormément de croisements entre ces séries, pas toutes, mais la plupart sont quand même bien liées les unes avec les autres. Mais il y a quand même un volume qui, à mon avis, est nettement supérieur au précédent. Et peut-être que lire le Future State Batman 2 vous indiquera davantage à quel point vous êtes intéressé par le Batman, le Batman tome 1. On en reparlera, mais voilà, même la série qui est la plus importante dans ce Batman 1, qui est The Next Batman, et reste à mon avis moins essentiel que Dark Detective et que la plupart des récits dans le tome 2. Donc on y reviendra, mais voilà, c'est juste pour évoquer ça et donc pour teaser notre gros bateau qui évoquera bien tout ce Future State Batman, donc les 2 volumes de Future State consacrés au Chevalier Noir et à tout le Batverse en fait, puisque comme vous l'avez vu, ça concentre quand même une bonne douzaine de séries différentes en seulement 2 volumes. Effectivement, rendez-vous donc très bientôt pour notre prochain podcast en finale, pour un Bat Talk consacré au Future State Batman, tome 1 et 2. Alors maintenant qu'on a parlé, on a mis en place un petit peu ce Future State, que tu nous as présenté un petit peu ce que c'était et qu'on a teasé notre prochain podcast avec Batman, ce Future State Batman. Il y a aussi Future State Justice League qui est sorti, le tome 1. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Siegfried? Alors, déjà, c'est l'occasion d'un petit coup de gueule. Bon, ça c'est relativement Tu veux habituel que je mette malheureusement. l'alarme ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est relativement habituel chez Urban et ça c'est un peu triste à dire, mais bon, vous avez une jolie couverture qui donc vous montre la nouvelle Green Lantern, la nouvelle Wonder Woman, Batman, Superman. Et ben, figurez-vous que le nouveau Batman, la nouvelle Wonder Woman et la nouvelle Green Lantern n'apparaissent juste pas du tout dans ce volume, puisque ils apparaîtront toutes les séries consacrées à ces nouveaux personnages apparaîtront dans Future State Justice League 2 chez Urban Comics. Donc voilà, vous avez une couverture qui évidemment met Batman au tout premier plan et ce Batman n'apparaît jamais dans les 400 pages qui constituent cette espèce d'anthologie, enfin de collection de récits Future State. Oui, donc, mais Batman, ça fait vendre, Siegfried. Ah mais évidemment, mais voilà, il faut savoir quand vous achetez parce qu'évidemment, si vous avez un peu suivi l'actualité de DC Comics, vous avez entendu parler de Future State, et vous avez entendu parler de cette Yara Flor notamment qui remplace Wonder Woman et qui a été assez médiatisée, vous avez entendu parler de ce nouveau Batman, de ce nouveau Superman, de cette nouvelle Green Lantern, enfin de plein de nouvelles choses que vous avez sans doute envie de découvrir. Si vous avez aimé ces univers surtout, vous avez envie de voir comment ils ont été reconfigurés et vous pouvez vous précipiter vers ce volume en vous disant, bah voilà, ils sont en couverture, c'est Justice League, ça compile toutes ces séries-là, donc c'est qu'on va en parler et en fait pas du tout. Donc, première chose à savoir et qui peut être trompeuse à juste titre. Deuxième chose, très trompeuse. Il y a un comics qui s'appelle Future State Justice League. La première moitié de ce comics, en VO, est consacrée à la Justice League. Et la deuxième moitié de ces fascicules est consacrée à la Justice League Dark. Donc cette fois, plus du tout question de Batman, Superman, etc. Il est question de Zatanna, d'Etrigan, Constantine, etc. Donc on vous dit que dans ce Future State Justice League, vous aurez les comics Future State Justice League. Ça paraît logique. Eh bien, vous n'aurez que la deuxième partie. Vous n'aurez que la partie consacrée à Justice League Dark et pas la première moitié de ces 2 volumes Future State Justice League. Donc vous n'aurez pas, contrairement à ce qu'on a pu attendre dans une collection Future State Justice League, vous n'aurez pas les Future State Justice League avec le nouveau Batman, le nouveau Superman, etc., qui seront relégués dans le 2e tome. Plutôt surprenant, comme je pense que vous en conviendrez. Oui, plutôt surprenant. Après, bon, c'est vrai que ça arrivera quand même, mais dans le 2e tome, quoi. Ouais, de même, on vous dit sur la page d'Urban, ce numéro contient Immortal Wonder Woman 1 et 2. D'accord, chouette. En plus, c'est clairement une des meilleures séries du Future State. C'est superbement dessiné. C'est vraiment ce que devient Diana dans ce nouveau monde, alors qu'il y a une nouvelle Wonder Woman qui apparaît. Et c'est exactement la même histoire. La Immortal Wonder Woman 1 et 2 en VO avait une première moitié consacrée à Wonder Woman et la deuxième moitié consacrée à Nubia. Or, dans ce volume, vous n'aurez que les deuxième moitié consacrées à Nubia. Okay. Est-ce que c'est pas quelque chose qui aurait pu être précisé? Disons que sur la page d'Urban Comics consacrée à ce volume, vous avez bien une partie sommaire, mais tout ce que vous dit le sommaire, c'est contient Future State Justice League 1 et 2, contient Future State ou Immortal Wonder Woman 1 et 2. Alors que c'est complètement faux, parce que vous n'avez pas la moitié d'Immortal Wonder Woman 1 et 2, vous n'avez pas la moitié de Future State Justice League 1 et 2, et petit problème, ce sont quand même les moitiés les plus intéressantes. De loin, enfin, subjectivement, ce sont celles qui sont meilleures, mais assez objectivement, quand vous apprêtez à lire Future State Immortal Wonder Woman,
vous vous attendez probablement au récit consacré à Diana, de même que quand vous lisez Future State Justice League, vous attendez certainement aux parties consacrées à Justice League et pas à Justice League Dark. Donc c'est, enfin c'est, on est pratiquement dans du mensonge pur et simple. Oui, assez trompeur. Et en fait, la logique elle est assez simple, c'est qu'une fois que vous avez acheté ce premier volume et que vous êtes déçu, bah vous vous rendez compte vous allez être obligé d'acheter le second volume, puisque c'est le second volume qui contient l'ensemble des récits intéressants. Donc on a bien fait attention de ne mettre il n'y a même pas eu de tri de tri qualitatif entre les séries. On n'a vraiment mis aucune des très bonnes séries vraiment attendues dans le premier volume. On a vraiment tout relégué au deuxième volume. Mais on a bien pris soin de sortir le premier volume de façon anticipée, parce que les gens qui veulent lire du Future State vont se précipiter dessus et vont se rendre compte que ben non, ils ont été un peu floués, qu'il va falloir attendre la suite. Bon, super. Donc, dans ce récit, cette collection contient donc du Flash. On n'en parle pas trop parce c'est pas trop relatif à Batman, et c'est encore Flash qui en prend plein la gueule de la part de DC, et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est comme dans tous les récits contemporains avec Flash, c'est un acharnement scénaristique contre toute la famille contre toute cette grande famille des Flash. C'est vraiment assez affreux, et ça, on le retrouve vraiment en plein ici. Finalement, l'un des arcs les plus mémorables, ça reste Teen Titans. Donc, on a du Titans, c'est au moins ça, par Tim Sheridan et Rafa Sandoval, mais que j'ai instantanément oublié. C'est assez dingue, en fait. En arrivant à la fin de l'anthologie, je me suis dit, bon, bah, finalement, on parlait pas du tout de Batman ou du Bat-Vert, peut-être qu'on va peut-être même pas parler de cette collection dans le Bat Talk. Ah, mais si, en fait, il y avait du Titans, mais ça racontait quoi déjà? Alors que j'avais lu 15 minutes avant. En fait, c'est bien simple. C'est vraiment c'est un peu le pire du postulat du Future State, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment en plein dans un combat où on est face à 20 nouveaux personnages dans les Titans, qui affrontent, nous dit-on, les cavaliers d'Apocalypse, mais on ne sait pas qui sont les cavaliers de l'Apocalypse. En plus, les cavaliers, on les voit pas, on les voit même pas vraiment dans cette histoire des Titans, et ils sont davantage évoqués dans le récit sur Flash qui donc posé juste avant. Donc, on ne sait pas trop qui ils affrontent, pourquoi. Il y a un personnage qui est enfermé au début, on ne sait pas trop pourquoi. Ils évoquent des actes graves commis par leur nouveau Nightwing, mais on ne sait pas trop lesquels. Enfin, on est vraiment complètement perdu. Et je me suis dit, bon, moi, je suis peut-être un peu bête, je vais aller voir d'autres reviews, et en fait, la plupart des autres reviews disent exactement la même chose. C'est vraiment extrêmement confus. Et au point que c'est juste assez frustrant. Ça pourrait être simplement mystérieux, mais là, vraiment, on ne comprend juste rien, donc on attend juste la suite pour davantage comprendre ce qui se passe là, parce que là, pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. En plus, il y a plein d'actions, mais comme je dis, quand il y a plein d'actions plein d'actions impliquant des super-héros dont on ne sait pas exactement qui ils sont et ce qu'ils font, et dont on ne comprend pas les enjeux parce qu'on ne sait pas vraiment qui est le super-vilain et ce que veulent les super-vilains, bon, bah, on a forcément un peu de peine à être impliqué là-dedans. D'autant que l'intrigue est vraiment très sombre. Donc on retrouve absolument rien de l'enthousiasme un peu solaire qu'on aime généralement dans les Teen Titans. Donc voilà, on retrouve pas cette tonalité propre aux Teen Titans, et on comprend pas grand-chose à cette réécriture pour le moment. Donc évidemment, ça viendra certainement par la suite dans les autres séries. Voilà, ce qui fait que c'est clairement pas quelque chose dont une série dont la lecture est recommandable, surtout pas pour les fans des Teen Titans d'ailleurs, qui risquent de pas retrouver grand chose de ce qu'ils aiment d'habitude. Ensuite, on a un Shazam qui est c'est un peu triste ce qu'ils en font, qui raconte la manière dont Billy Batson et Shazam, les deux personnalités de Shazam, sont séparées, et avec un Shazam qui est extrêmement sombre sous la coupe de Néron. Bon, bah, je laisserai voir, là je remodifie pas forcément plus là-dessus. On a Aquaman qui pour le coup est vraiment la bonne surprise, par Brandon Thomas, avec de très jolis dessins de Sampere, mais bon, Sampere, on sait à quel point c'est assez chouette, qui au moins qui pour le coup est une série avec une vraie fraîcheur, où Aquaman n'est plus Arthur Curry, mais Jackson Hyde, donc l'ancien Aqualad, avec une Aquawoman, et voilà, au moins c'est coloré, c'est pétillant, enfin ça tranche vraiment avec ce qui précède. C'est pas passionnant, mais il y a une fraîcheur qui est quand même agréable de retrouver. Et voilà, on a cette Justice League par Ramvé. Au début, je me suis même demandé si c'était pas une erreur éditoriale de la part d'Urban, qui a un peu les mêmes problèmes d'ailleurs que les séries précédentes, c'est-à-dire que la Justice League Dark affronte Merlin, et je me souviens pas de Merlin dans les précédentes Justice League Dark. Je sais pas si c'est un super vilain qu'on a déjà vu ou pas, mais on ne sait pas trop qui c'est, on ne saisit pas vraiment tous les enjeux de ce super vilain dans ce comics. J'ai l'impression que c'est
exactement comme dans les Teen Titans, c'est encore un cas d'héros qui sont juste confrontés à une nouvelle menace en plein milieu du conflit, et donc il est normal qu'on ne saisisse pas tous les enjeux de ce conflit, mais forcément ça fait qu'on est déjà dans ce que j'aime pas forcément, c'est-à-dire les super-héros qui sont confrontés à une nouvelle menace méga cosmique, mais de la mort qui tue. Bon, moi c'est le genre de scénario qui moi me parle pas, parce que c'est pas très humain, quoi. C'est vraiment des menaces en plus magiques dont on fait vraiment ce qu'on veut, dont on peut réinventer les codes au fur et à mesure de l'intrigue par facilité scénaristique. Mais voilà, en plus le fait d'être complètement perdu, ça n'aide pas à s'impliquer ni du côté des super-héros ni dans la tension supposément créée par le comics. Donc heureusement, bon, ça s'achève sur du Suicide Squad, donc là on rejoint quand même ce qu'on peut aimer, enfin ce que vous cherchez quand vous écoutez les Bat Reviews, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même l'univers un peu de Batman, scénarisé par Robbie Thompson et dessiné par Javier Fernandez. Et en fait, pas vraiment, puisque on a une Justice Squad. Quoi. Oui, oui, désolé. On a une Justice Squad qui est une équipe de mauvais doubles de la Justice League, toujours dirigée par Connor en Superman, donc Connor qui était le clone de Clark Kent et Luthor, et Amanda Waller qui est une étrange Amanda Waller, donc on se demande un peu qui c'est. Et on a la Suicide Squad composée de Peacemaker, Cheetah, Parademon, Evil Star, Mirror Master et Lord Zod, qui viennent poursuivre cette Justice Squad et cette Waller pour plus ou moins revenir dans leur monde. Enfin, c'est un peu flou. Mais voilà, le récit est vraiment pas essentiel pour les fans de Suicide Squad, parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps sur sur la Justice Squad et beaucoup moins sur la Suicide Squad, qui est pratiquement plus un prétexte à créer le background d'un nouvel univers qui le sont vraiment de nouveaux héros. Même si vous avez beaucoup aimé Peacemaker, et Peacemaker est assez chouette comme toujours, ça reste un comics relativement secondaire, même pour les fans de la Suicide Squad, puisque ces personnages-là sont pas forcément exploités. Toutes les séries à chaque fois sont présentées, sont composées, même en VO, seulement de 2 fascicules seulement. Donc évidemment, les histoires sont à chaque fois très courtes. Et comme en plus, vous l'avez vu, il y a rarement de vraies passerelles entre les différentes intrigues, puisque la plupart de ces héros affrontent des super-vilains totalement différents, parfois même à des époques différentes, dont on se demande donc comment ça sera éventuellement connecté par la suite. Ça peut donner une impression relativement brouillonne, relativement confuse dans l'ensemble. Donc je conseille surtout de se pencher sur les Future State pour les personnages qui vous intéressent vraiment. Donc déjà de vous demander, tiens, si vous aimez Catwoman, aussi, allez lire les Future State Catwoman. Si vous aimez vraiment Wonder Woman, vous avez quand même 3 ou 4 récits sur Wonder Woman qui sont pas mal. D'autant que là, le récit sur Nubia, qui est un peu décevant quand on s'attend à Immortal Wonder Woman, le récit sur Nubia est quand même plutôt chouette, parce que Nubia, ça reste un bon personnage. Mais voilà, les lire dans l'ensemble, ça me paraît plutôt contre-productif, parce que la plupart de ces séries sont soit vraiment très confuses, soit de qualité assez discutable, voire les deux. Donc c'est l'impression d'ensemble qui en ressort et sera forcément très mitigée. Alors que si vous focalisez sur les séries qui ont déjà un petit potentiel de vous parler, vous donnerez davantage de chance à ces volumes. Mais voilà, il est surtout important de retenir, ça, comme sur Mythology, il faut surtout avoir cet avertissement préliminaire que ces récits ne parlent pas du tout de Batman, Superman et Wonder Woman, contrairement à ce que vous pourriez croire sur la couverture, et tous ces personnages apparaîtront. Il y a quand même Flash, Aquaman. Oui, enfin, le Aquaman qui n'est pas Arthur Curry, voilà, c'est un tout petit récit relativement déconnecté sur Aqualad qui devient le nouvel Aquaman. Donc bon, pourquoi pas. Flash est maltraité, donc si les fans de Flash risquent de pas aimer, heureusement ils ont quand même dû caser quelques-uns des super-héros importants ici, effectivement. Mais disons que je vous recommande vraiment plutôt, ça on y reviendra évidemment quand ça sera paru, mais j'ai déjà lu les récits du deuxième volume, et pour le coup, on aura vraiment tous les récits fondamentaux, même Black Adam qui est pas mal, Justice League, Era Flor, Immortal Wonder Woman, dans le volume 2. Donc, qui est dans le volume 2 de Justice League, qui sera vraiment beaucoup plus recommandable, et vous n'avez pas du tout besoin d'avoir lu les récits de Justice League 1 pour comprendre les récits de Justice League 2, puisque comme pour Batman, ils sont relativement déconnectés les uns des autres. Donc je vous conseille de déjà attendre le volume 2, et exactement comme pour Batman, si vous avez vraiment beaucoup aimé le volume 2, éventuellement de donner sa chance au volume 1, qui du coup vous aurez déjà accepté certains partis pris, donc vous pourrez plonger dans des récits plus secondaires, mais lisez déjà le deuxième volume, qui est quand même beaucoup plus intéressant, à la fois pour le postulat du Future State, et simplement pour la qualité des intrigues qu'il contient.
Effectivement, et on reviendra sur Justice League tome 2, Future State, Justice League tome 2, le temps voulu, je crois que c'est le mois prochain. Entre-temps, on vous aura parlé de Future State Batman, qui a l'air plus prometteur dans l'ensemble, mais effectivement, ça sera le sujet de notre prochain podcast, Bat Talk. On vous donne donc rendez-vous très bientôt pour ce nouveau Bat Talk. Ce podcast touche à sa fin. Merci Zekfi, merci Peli pour votre présence sur ce podcast, et merci encore une fois à tous ceux qui nous écoutent régulièrement. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vous aussi, sur les lectures du mois de septembre qu'on vient d'évoquer. Il y en a eu quelques-unes quand même. Et puis, on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Salut! Salut à tous, à bientôt!